Vivre au XXIe siècle donne l'impression d'être au sommet de la civilisation grâce à la maîtrise de la climatisation centrale et aux commodités modernes. En gros, on n'a plus à rien faire sauf commander plus de DoorDash. Mais il existe aussi des périodes oubliées, marquées par la paix, la prospérité et des avancées culturelles. Nous avons peut-être aujourd'hui la technologie la plus avancée, mais quelle était la meilleure époque pour vivre ? Les avantages d'une époque révolue vous inciteraient-ils à utiliser une machine à voyager dans le temps ? Aujourd'hui, nous allons explorer les meilleures périodes de l'histoire où vivre. Mais avant de faire un voyage dans le passé, assurez-vous de vous abonner à Weird History. Ensuite, descendez dans les commentaires et dites-nous quelles autres époques révolues vous souhaitez découvrir. Ensuite, pour l'instant, arrêtez de vivre dans le passé. Si vous étiez un homme vivant à Athènes au VIe siècle avant JC, vous auriez été plus heureux qu'un tropos dans un magasin de ciseaux. Dès le début, tous les citoyens masculins, qu'ils soient riches, pauvres, instruits ou non, de haute classe ou roturiers, jouissaient de droits et libertés égaux, avec une richesse relativement bien répartie. À Athènes, un citoyen masculin pouvait croiser le père de la médecine un jour et partager un bain avec le père de la philosophie le lendemain. Grâce à toute la liberté et la paix qui régnaient partout, à cette époque, de nombreux érudits affluaient à Athènes, dont Aristote, Platon et Hippocrate, vous savez, ceux dont les idées sont devenues la colonne vertébrale de la civilisation occidentale. Les arts prospéraient alors avec un essor du théâtre, de la littérature et de l'architecture en ville. Et peut-on évoquer la nourriture, les fruits, les fromages, les pains trempés dans un délicieux vin bu à chaque repas, comme chez les Athéniens, boisson la plus courante après l'eau. Tout allait bien pour les hommes, mais les femmes étaient moins chanceuses et les esclaves encore moins. L'esclavage était légal à Athènes. Même les esclaves appréciés, parfois précepteurs ou fonctionnaires, n'avaient aucun droit juridique. Les femmes vivaient dans une société patriarcale où, malgré l'accès limité à l'éducation, on attendait d'elles qu'elles restent à la maison pour s'occuper des enfants et divertir leurs maris. Et au moins il y avait du vin. Au moment où le 1er siècle de notre ère est arrivé, les Romains avaient à peu près combattu tous ceux qu'il y avait à combattre. Ils avaient conquis une si grande partie du monde occidental qu'il n'y avait tout simplement plus personne à conquérir. Au lieu de pleurer comme Alexandre, les Romains ont célébré une longue paix, la Pax Romana. L'armée romaine assurait la sécurité des rues et a aussi éliminé les pirates en mer. Il y avait des dirigeants locaux avec une certaine autonomie, mais dans l'ensemble, tout le monde devait payer des impôts et prêter allégeance à l'empereur, car l'empereur était tellement respecté. Ils ont créé un vaste réseau commercial et construit une grande route à travers le territoire romain, facilitant voyages et innovation. Pour Édouard Gibbon, aucune époque historique n'a été plus prospère et heureuse que la Pax Romana. Guidé par les mains fermes et bienveillantes de 4 empereurs appréciés sous Nerva, Trajan, Adrien et Antonin. Même les périodes de paix ont leurs inconvénients, la Pax Romana n'a pas fait exception. À l'époque, les esclaves étaient vus uniquement comme des biens et parfois forcés de participer à des jeux de gladiateurs où des animaux sauvages les tuaient sous les acclamations de la foule. Même sans être esclave, la vie restait difficile. Rome, très densément peuplée, était un lieu particulièrement malodorant à vivre. Une odeur de carcasse et d'égout imprégnait l'air et piquait les narines, mais ne troublait pas vraiment la tranquillité. Peut-être qu'on s'habitue à la puanteur après quelques générations. Issue de la tragédie de la peste noire qui a décimé un tiers de la population européenne, l'Italie a connu une renaissance économique, culturelle et artistique appelée la Renaissance. Du XIVe au XVIIe siècle. C'était une bonne époque pour avoir survécu à la peste. Les rescapés ont vite compris qu'ils pouvaient négocier des salaires équitables, car il y avait désormais moins de candidats à l'emploi. L'économie a rebondi et les arts ainsi que la culture ont connu un essor spectaculaire. Les riches pouvaient désormais utiliser leur fortune pour soutenir artistes, écrivains, architectes et scientifiques.
La famille Médicis a soutenu des artistes comme Michel-Ange, Raphaël, Donatello, Léonard de Vinci et Galilée, surnommé la cinquième tortue avec son télescope Ninja. Ces artistes et innovateurs pouvaient enfin se consacrer à leur art, l'argent n'étant plus un souci. Les conditions s'étaient un peu améliorées par rapport à la douleur de mourir de la peste. À la Renaissance, l'Italien moyen était encore un paysan survivant à peine. Le pouvoir politique était principalement exercé par les riches et les corporations de métiers, dont le mode de vie luxueux était rendu possible par l'esclavage. En tant que femme, on n'avait pratiquement aucun droit. L'Égypte dynastique en 1100 avant Jésus-Christ excellait en sciences, technologie, architecture, médecine, éducation, soins médicaux et sport. À cette époque, on pouvait trouver des technologies qui nous seraient bien familières aujourd'hui, comme les stylos, les médicaments contre la dépression et autres troubles mentaux, les pastilles pour la laine, le dentifrice et les jeux de société. Ils avaient aussi des chats. Contrairement à la plupart des endroits du passé, l'Égypte dynastique était un endroit formidable pour être une femme. C'est l'une des rares périodes de l'histoire où les hommes et les femmes étaient égaux. Les femmes pouvaient être prêtresses, scribes, médecins ou passionnées de chats, remplissant leur maison de nombreux chats. En Égypte, à cette époque, l'au-delà était perçu comme la simple suite de leur vie déjà agréable. Les Égyptiens recherchaient une vie ordonnée même après la mort. Même si les choses allaient bien, toute personne connaissant l'Égypte ancienne sait l'importance du travail des esclaves. Les esclaves égyptiens étaient souvent des criminels ou des prisonniers de guerre, recevant peu de compassion de leurs maîtres convaincus de leur destin social. Du XIIIe au XVe siècle, le royaume du Mali domina le monde en contrôlant les routes commerciales de l'ivoire, du sel et des esclaves. Ils sont devenus l'un des royaumes les plus riches et puissants du Moyen Âge. Au cœur du Mali, Mansa Moussa Ier a bâti la capitale Tombouctou, aussi grande que merveilleuse. Elle comptait de grandes bibliothèques, des universités, des mosquées, des palais et plus de 200 écoles. Tombouctou, située à l'embouchure du Niger, était idéale pour l'agriculture et proche de mines de cuivre et d'or. On imaginerait qu'un roi si puissant régnerait d'une main de fer, ou plutôt dorée. La charte fondatrice limitait son pouvoir et donnait des droits égaux aux esclaves et aux femmes. Le principal problème de cette période fut sa brièveté. Après la mort de Mansa Moussa, la situation a vite décliné, avec des conflits internes et une crise économique. Techniquement, le roi possédait officiellement tout l'or du pays, donc les gens du peuple étaient obligés de commercer avec des coquillages et de la poussière d'or. En plus, il faisait vraiment chaud dans le désert. Les 15e au 17e siècles sont connus comme l'âge des grandes découvertes, une période où les marins ont commencé à chercher de nouvelles routes vers leur destination. Ils ont aussi fait de nombreuses découvertes. Des siècles auparavant, les marins polynésiens colonisaient déjà des îles dans tout le Pacifique. Des navigateurs experts ont traversé le Pacifique en pirogue et découvert des terres comme la Nouvelle-Zélande et l'île de Pâques. Ils ont sûrement été aussi surpris que nous en découvrant ces têtes géantes. Ils vivaient à Hawaï bien avant l'arrivée des premiers habitants. Chaque île apportait de nouveaux aliments, plantes et animaux sur leurs terres et auprès de leurs familles. Personne ne sait vraiment pourquoi cela a cessé. Les archéologues et historiens estiment que les rivalités territoriales entre chefs ont probablement causé des conflits internes, mettant fin aux explorations. Durant l'âge d'or islamique, Bagdad au 8e siècle était la ville la plus raffinée, grâce à sa situation centrale sur les routes commerciales, ce qui la rendait très riche. Ainsi, tout l'endroit était couvert de parcs, bazars, fontaines, mosquées et écoles. La maison de la sagesse de Bagdad était constamment remplie de certains des plus grands esprits venus des quatre coins de l'Empire. Des groupes de juifs, chrétiens et musulmans ont collaboré pour traduire des œuvres célèbres, élargissant ainsi les connaissances en mathématiques, médecine, astronomie, sociologie et géographie. Le gouvernement soutenait la structure sociale et valorisait ses savants, les rémunérant comme Tom Brady. Mais ces innovations avaient un prix.
Dans la société abbasside, il existait un ordre social strict. Il était tout à fait accepté que les non-musulmans pratiquent leur religion et ils pouvaient le faire en paix. Ils restaient marqués comme citoyens de seconde classe, plus taxés et souvent persécutés hors de la ville. Comme souvent à l'époque, le travail des esclaves était courant. À l'époque de l'Empire Inca, il n'y avait pas de meilleur endroit pour s'installer et vivre sa vie que Cusco au IIIe siècle. Ils ont d'abord conçu la ville en forme de puma, ce qui est impressionnant. Elle avait des temples en or, argent et un système d'irrigation avancé. Le gouvernement inca, centralisé, collectait impôts en nourriture et travail, puis redistribuait la nourriture selon les besoins. Et les archéologues ont en fait trouvé des preuves de médecine avancée, y compris des opérations du cerveau réussies. Bien que très progressistes dans bien des domaines, les Incas avaient tout de même leur souffre-douleur cette fois. Environ 10 millions de personnes cultivaient sur les falaises sans être nobles, religieux ou artisans urbains prospères. La majorité de leurs récoltes était prise par le gouvernement impérial pour être redistribuée et garder le contrôle. Les hommes adultes devaient de fournir du travail gratuit, souvent pour des projets dangereux comme construire des temples ou entretenir des ponts de cordes. Il y avait aussi toute la question des sacrifices humains religieux. Ce n'était pas vraiment génial. La dynastie Song, seconde partie de l'âge d'or chinois, a aussi donné son nom à des groupes de garages lycéens au XIe siècle. Les inventeurs chinois ont créé le papier, l'imprimerie, la boussole et popularisé le thé. La poudre à canon, inventée à cette époque, servait au feu d'artifice. Vivant en paix sous un empereur, ils n'avaient pas à développer d'armes. L'innovation agricole et la croissance rapide d'industries artisanales comme la fabrication du papier, la poterie et la soie ont permis aux citoyens de conserver une certaine sécurité économique. L'invention des écluses de canal a favorisé le commerce en permettant une distribution rapide et efficace des produits agricoles. Les villes de la classe moyenne dépassaient largement les villes européennes en architecture et organisation, selon Marco Polo en Chine. Mais dans ces murs de la ville, tous n'étaient pas heureux. Sous les Song, la vie des femmes était difficile, car les dirigeants suivaient le néo-confucianisme, estimant que les femmes devaient servir les hommes. À cette époque, le bandage barbare et douloureux des pieds est devenu très populaire. Chaque soi-disant âge d'or avait autant d'inconvénients que toute autre époque, peu importe leur grandeur apparente. En d'autres termes, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la machine à voyager dans le temps. Alors, selon vous, à quelle époque aimeriez-vous vivre? Dites-le nous dans les commentaires. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de notre histoire étrange.